Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 96. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice que je vous avais teasé à la toute fin du dernier Exode-Call, l'Exode-Call numéro 95, où il s'agissait d'étudier l'enveloppe convexe engendrée par l'ensemble des matrices orthogonales à coefficients réels. À la fin de cet exercice, je vous avais dit qu'on pourrait très bien étudier des enveloppes convexes engendrées par des sous-ensembles de matrices parmi les matrices orthogonales et essayer de voir ce que cela pourrait donner. Et parmi donc les matrices orthogonales, il semble assez naturel de vouloir étudier l'ensemble des matrices de permutation. Et donc ça va être tout l'objet de cet exercice d'étudier l'enveloppe convexe engendrée par ces matrices de permutation. L'énoncé est donc le suivant, nous avons n un entier naturel non nul, Pn l'ensemble des matrices de permutation et Bn l'ensemble des matrices bistochastiques de Mn de R, et on aimerait montrer que l'enveloppe convexe engendrée donc par l'ensemble des matrices de permutation correspond exactement à l'ensemble des matrices bistochastiques. Donc voilà, c'est un très joli exercice à la fois donc d'algèbre linéaire mais aussi de combinatoire, qui pourrait plutôt se traiter en deuxième année de classe préparatoire pour avoir suffisamment de recul autour des notions qui sont abordées, notamment la question d'enveloppe convexe et puis les questions autour des matrices bistochastiques et de permutation, sachant que étudier les matrices bistochastiques, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent en classe préparatoire, en tout cas quand on travaille de l'algèbre linéaire et qu'on voudrait des exercices en lien avec la probabilité. Alors permettez-moi de rappeler peut-être cette définition qui me semble assez importante. Donc, petite définition, une matrice B dans Mn de R est dite bistochastique. Stochastique, y arriver. Si et seulement si, eh bien, les coefficients de la matrice sont toutes positives ou nulles, et il faut que la somme suivant chacune des lignes est égale à 1, et il faut aussi que la somme selon chacune des colonnes est égale à 1. Donc pour n'importe quel i appartenant à un n, et pour n'importe quel j appartenant à un n. Donc voilà ce que ça veut dire avoir une matrice bistochastique. Je peux vous en donner un petit exemple, ça pourra être utile pour essayer d'attaquer cet exercice. Donc si par exemple je vous donne la matrice suivante, alors disons 0, 5, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 7, 0, 2 peut-être par exemple, et puis ici je vais avoir 0, 4. Moi, je vais essayer peut-être de faire en sorte que tout fonctionne bien quand même. Je suis pas sûr, là je l'ai fait un peu au hasard. Donc là j'aimerais bien que ça soit 0,3 et du coup j'aimerais que ça soit ici 0,3. Est-ce qu'en ayant fait un peu au hasard, j'ai réussi à faire une matrice bistochastique comme il se doit? J'ai l'impression que oui, ça marche bien, donc ça marche bien. Ok, voilà. Donc voilà un exemple d'une matrice bistochastique. Voilà, on peut appeler ça le talent, faire une matrice au hasard comme ça, puis arriver à tout de suite donner une matrice bistochastique sans problème. Donc voilà, voilà un exemple d'une matrice bistochastique, et on peut comprendre très rapidement le lien avec les probabilités, puisque les coefficients de la matrice peuvent se voir en effet comme des probabilités de changement d'état. En fait, les matrices stochastiques ou bistochastiques peuvent apparaître quand on travaille des marches, donc des marches aléatoires, donc notamment des marches de Markov par exemple, où on change d'un état vers un autre avec une certaine probabilité. Donc on pourrait ici voir ça comme en fait les probabilités de transition d'un état A vers un état B, et chacune des probabilités sont données dans cette matrice. Et généralement on aime bien étudier le comportement asymptotique de ce type de matrice en élevant cette matrice à une certaine puissance et faire tendre cette puissance à l'infini, essayer de voir vers quel type de matrice on pourrait tendre. Donc ça c'est généralement le type d'exercice qui se cache derrière les matrices bistochastiques. Et puis aussi des questions autour des valeurs propres qui peuvent se poser aussi. Et donc ça c'est aussi un exercice assez classique d'ailleurs de matrice bistochastique. Je me demande si je l'ai déjà attaqué. Si c'est pas le cas, ça pourrait être sympa de vous proposer un exercice autour des valeurs propres de matrice bistochastique. Je pense que ça fait partie quand même des classiques de classe préparatoire. Donc voilà, donc ça ce sont les matrices bistochastiques, et en voilà un exemple qui pourra nous être utile. Et puis ce que j'appelle matrices de permutation, ce sont des matrices bistochastiques bien particulières, où dans chacune des colonnes et chacune des lignes, il n'y a qu'un seul coefficient qui est non nul, et donc ce seul coefficient n'aura pas d'autre choix que d'être égal à 1. Et donc justement les matrices de permutation, leur nom vient du fait qu'on peut les associer à une permutation. En effet, il suffit de dire que sigma de i correspond exactement à la colonne dans laquelle se trouve le coefficient i pour la ième ligne par exemple. Voilà, donc ça peut très bien se comprendre comme ça.
Très bien, donc je vous écris pas en détail ce que ça veut dire matrice de permutation, j'espère avoir été assez clair là-dessus. Et puis enveloppe convexe, on a déjà vu ce que ça voulait dire. Enveloppe convexe, je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux précédents exos de colle que je vais mettre en référence juste là en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour essayer de revoir un petit peu ce que j'entends par enveloppe convexe. Donc ça veut dire juste que c'est une histoire de barycentre, barycentre à coefficient positif des matrices qui seraient en jeu, donc c'est ça qu'on regarde pour avoir l'enveloppe convexe. Et la question c'est est-ce qu'en effet n'importe quelle matrice bistochastique pourrait s'écrire comme coefficient, comme un barycentre à coefficient positif des matrices de permutation. Ça va être tout l'enjeu de cet exercice. Alors cet exercice est un gros théorème qui existe et qui porte le nom suivant. Ça s'appelle le théorème de Birkhoff-von Neumann. Voilà, c'est un très joli exercice. Alors d'ailleurs, au passage, c'est un exercice qui est déjà tombé en sujet concours de centrale pour les TSI, si ma mémoire est bonne, puisque dans cet exercice, on avait besoin à la fois on voulait essayer de démontrer ce résultat à la toute fin du sujet, et puis avant d'attaquer cet exercice, ou en tout cas d'avant d'attaquer ce théorème, il y avait un résultat préliminaire que je vais mentionner dès maintenant, c'était le théorème de Hall. Nous l'avons attaqué lors du dernier petit exo de colle, donc ça je vous donne comme référence si vous voulez revoir de plus près ce qu'était ce théorème dont on va avoir besoin aujourd'hui, le théorème de Hall, ou appelé aussi lemme des mariages. Et voilà, donc dans un sujet central de TSI qui date un petit peu, peut-être de 2017, si ma mémoire est bonne, encore une fois, on a attaqué ce type d'exercice, et à la fin, donc c'était à la fin du sujet central, je ne sais plus si c'était maths, s'il y avait un maths 1 ou maths 2, peu importe, mais on attaquait d'abord une question de théorème de Hall à démontrer, puis une fois ce théorème de Hall démontré, on attaquait alors ce théorème. Donc tout ceci c'est pour vous donner des petites pistes pour essayer d'attaquer l'exercice en tant que tel. Je pense que j'ai dit suffisamment de choses sur cet exercice. Pas grand chose d'autre à ajouter, voilà, c'est vraiment un exercice à attaquer plutôt en deuxième année de classe préparatoire pour avoir suffisamment de recul pour pouvoir vraiment aborder cet exercice. Donc comme d'habitude, je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Donc il y aura un moment donné, je vais avoir besoin du théorème de Hall. Je vais laisser la matrice bistochastique que je vous ai donnée un peu comme ça au hasard pour pouvoir ensuite, éventuellement si vous le souhaitez, appliquer ce qu'on aura réussi à faire pour la résolution. Mais c'était essentiellement pour vous donner un exemple et essayer par vous-même de le décomposer sous la forme d'une combinaison linéaire à coefficient positif. Donc tous les coefficients, dont la somme de tous les coefficients est égale à 1, faisant intervenir que des matrices de permutation. Donc c'était essentiellement pour essayer de vous donner une matrice avec laquelle vous pourriez jouer. Et j'espère que vous aurez essayé des choses pour essayer de comprendre comment on pourrait chercher à faire une décomposition qui tienne la route. Donc je vais attaquer alors l'exercice directement et puis je vais expliquer un petit peu la manière de penser derrière cet exercice. Révolution. Alors bien sûr, je vais d'abord démontrer une des deux inclusions. Quand on veut montrer une égalité d'ensemble, c'est bien d'essayer de montrer une inclusion puis l'autre. Je vais d'abord montrer une inclusion qui est assez évidente, c'est le fait que l'enveloppe convexe des matrices de permutation est incluse dans l'ensemble des matrices bistochastiques. En effet, on peut montrer de manière un peu plus générale que l'ensemble des matrices bistochastiques est un ensemble convexe. Donc je vais commencer par faire ça, ce qui n'est pas très long. Donc montrons que l'enveloppe convexe de Pn est inclus dans Bn. Dans cette partie-là, c'est vraiment pas difficile. On va d'abord montrer que Bn est convexe. Et ça, c'est un exercice très classique sur les matrices bistochastiques. Donc si je prends deux matrices B et C bistochastiques, si je prends lambda, une valeur réelle comprise entre 0 et 1, je me pose la question si je pose D comme étant lambda B plus 1 moins lambda C, est-ce que cette matrice est bistochastique? Pour vérifier ça, il suffit de regarder qu'est-ce qui se passe pour la somme des coefficients selon une ligne, pour la somme des coefficients selon une colonne, et vérifier que tous les coefficients sont positifs. Donc si je regarde ce qui se passe pour DIJ pour tout IJ, déjà je peux vérifier que c'est bien positif, donc DIJ.
donc c'est égal à lambda BIJ plus 1 moins lambda CIJ. Je sais que les BIJ et les CIJ sont positifs, étant donné que ce sont déjà des matrices bistochastiques. Puis lambda c'est positif. Comme lambda est compris entre 0 et 1 moins lambda est aussi positif. Bon bah voilà, on est en train de faire une somme de deux trucs positifs, donc c'est positif. Très bien, donc ça marche pour tout I et J compris entre 1 et n. Maintenant, si je regarde la somme suivant suivant n'importe quelle ligne, donc pour I compris entre 1 et n, alors si je m'amuse à regarder la somme pour J allant de 1 à n des DIJ, alors j'utilise la linéarité, ça va me faire la somme, donc lambda fois la somme pour J allant de 1 à n des BIJ, plus 1 moins lambda fois la somme pour J allant de 1 à n des CIJ. Or, je sais que la matrice B et la matrice C sont tous deux bistochastiques, donc ça veut dire que chacune de ces sommes valent 1. Et donc ça veut dire qu'on obtient lambda plus 1 moins lambda, qui nous donne 1. Bon, pas besoin que je le fasse, mais on peut vérifier qu'en effet pour les colonnes ça marche aussi. Donc la somme, c'est vraiment la même chose, hein, le même raisonnement. D'accord, donc la somme des DIJ, on peut vérifier que ça vaut 1 aussi. Et donc ça y est, on a gagné, on aura montré que D est bien une matrice bistochastique, ce qui permet de conclure qu'en effet Bn est bien un ensemble convexe. Et c'est aussi très simple à vérifier que les matrices de permutation sont des matrices bistochastiques. Donc, comme Bn est convexe, l'enveloppe convexe d'éléments qui sont déjà dans cet ensemble, Bn, ça va nous donner un ensemble qui est inclus par convexité. Hop. Donc, or, Pn est inclus dans Bn. Ça, c'est assez évident à voir, parce que tous les coefficients sont supérieurs ou égaux à 0 dans une matrice de permutation, et puis la somme des lignes, des coefficients d'une ligne, ou la somme des coefficients d'une colonne, ça donnera toujours 1, donc il n'y a aucun problème. Donc, puisqu'il n'y a qu'un seul coefficient qui vaut 1, et tout le reste vaut 0, donc c'est assez simple d'avoir cette inclusion. Donc, par convexité, on a alors que l'enveloppe convexe de Pn est inclus dans Bn. Donc normalement je devrais mettre l'enveloppe convexe de Bn, mais Bn étant déjà convexe, l'enveloppe convexe de Pn c'est lui-même. Donc voilà, ceci permet déjà de conclure une inclusion qui normalement devait être la plus simple des deux. C'est l'autre sens qui va être un peu plus technique et qui va faire appel notamment à ce théorème de Hall que je vous ai rappelé un petit peu plus haut, mais que je vous ai invité surtout à aller revoir la vidéo plus que rappeler la proposition. Donc voilà, on a réussi à montrer une inclusion, reste à montrer l'autre inclusion. Et c'est là où on va avoir besoin du théorème de Hall. Hop. La question est de savoir quels sont les ensembles AI qui vont servir à l'application du théorème de Hall et qui vont nous permettre d'extraire une matrice de permutation. Alors pourquoi penser théorème de Hall d'ailleurs, il faut réfléchir un petit peu pour se rendre compte pourquoi. En fait, si on repense à l'énoncé du théorème de Hall, on se rend compte que sous certaines conditions, on est capable d'extraire un système de représentants. Et en fait, ici, déterminer un système de représentants, si on choisit bien les AI, donc notamment si on regarde les lignes ou les colonnes, et qu'on regarde les coefficients qui sont non nuls selon les lignes et les colonnes, on peut se rendre compte que ces coefficients satisfont exactement la propriété de Hall. Donc justement, je vais m'amuser à le faire sur cet exemple-là, pour la matrice qu'on a ici, je vais peut-être le faire ici, et je vais vous montrer qu'en effet, on va avoir des ensembles AI qui correspondraient exactement à justement des ensembles qui satisfont la propriété de Hall. Donc si je me permets de numéroter de 1 à n les lignes, et que je note AI les ensembles de coefficients, donc c'est-à-dire les J, les indices J pour lesquels les coefficients sont non nuls, eh bien ce que je vais avoir c'est le graphe suivant. Donc pour le premier, on a 1, 2 et 3, donc on a A1, 1, 1, 2 et 1, 3 qui sont tous positifs. Pour le deuxième, on a 2, 1 et 2, 2 qui sont positifs stricts, et le reste est nul. Et pour le dernier, on a 3, donc 3, on va avoir tout le monde aussi. Tac, tac, tac. Ok.
Donc ce qui nous donne dans cet exemple, hein, juste pour le fun et le faire jusqu'au bout, A1, ça va être 1, 2, 3, A2, ça va être 1, 2, et puis A3, ça va être 1, 2, 3. Donc si je regarde toutes les unions possibles, bah, j'ai A1 de cardinalité égale à 2, égale à 3, pardon. On a A2 de cardinalité égale à 2. On a A3 de cardinalité 3. On a A1 union A2 de cardinalité 3. Bon, tout le reste, c'est de cardinalité 3. Hein. Donc A3, c'est 3. Et A2 union A3, ça fait 3. Et enfin, A1 union A2 union A3, ça fait aussi 3. Voilà, et si on se souvient, et c'est pour ça que c'était important de revoir le théorème de Hall et de revoir comment on prouve le théorème de Hall, si vous vous souvenez bien, il fallait essayer de regarder toutes les unions ne faisant pas intervenir tout le monde, et non vides, toutes les unions pour lesquelles on pouvait avoir des égalités. Là, il se trouve qu'on n'a aucune égalité entre le nombre d'ensembles en jeu dans l'union et le nombre d'éléments que nous avons dans ces unions. Donc là, là, on a strictement plus grand que 1, strictement plus grand que 1, strictement plus grand que 1, pareil, pareil, pareil. Donc on est dans le cas où le fameux ensemble L qui intervenait dans le théorème de Hall, dans la preuve du théorème de Hall, est vide. Et donc ça veut dire que en fait, pour commencer à construire une correspondance, on peut partir de A3 et choisir n'importe quel élément. Puis une fois qu'on a choisi n'importe quel élément, eh bien on essaie de construire une nouvelle correspondance qui convienne. Alors regardez ce qui va se passer. Si je commence pour 3 à choisir n'importe quel élément, alors je vais choisir un élément qui est plutôt intéressant pour la suite. Si je prends par exemple cet élément-là, voilà, donc disons par exemple 3, je choisis cet élément-là. Bon, une fois que j'ai choisi cet élément, il me reste à choisir des éléments pour 1 et 2, et vous remarquerez que pour 2, là, il n'y a qu'un seul élément possible pour continuer la correspondance. Donc je vais choisir d'associer à 2 juste 2. Et puis par conséquent, le 1, j'ai pas le choix, ça va être 3. Ok, donc là j'arrive à faire intervenir une correspondance, ok, une correspondance comme je le souhaite, et étant donné qu'il y a le même nombre d'éléments en haut qu'en bas, en fait je suis en train de faire ce qu'on appelle une correspondance parfaite. Et si vous constatez, si vous regardez de plus près ce que je viens de faire, je viens de construire une permutation. Si on regarde bien de plus près ce que je viens de faire, je viens d'extraire une permutation à cette affaire. J'ai 1 qui est envoyé vers 3, 2 qui est envoyé vers 2, 3 qui est envoyé vers 1. Ok. Alors maintenant, si je regarde de plus près sur la matrice, ce qui va se passer, je regarde donc pour la première ligne, je vais regarder ce coefficient-là. Alors, il ne faut juste pas faire de bêtises. Donc là, pour la première ligne, je regarde ce coefficient-là. Pour la deuxième ligne, je regarde ce coefficient-là. Et pour la troisième ligne, je regarde ce coefficient-là. Et maintenant que j'ai ces coefficients-là, d'accord, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est ma permutation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le nombre que je peux de permutation, de fois la permutation, la matrice de permutation, pour rester avec une matrice qui serait pas loin d'être bistochastique. Donc en effet, là, ce que je peux faire, c'est enlever moins 0,3 fois la matrice de permutation qui est la suivante. Alors c'est un 1 ici, 1, 0, 0. Vous voyez? Et puis en faisant ces soustractions, on pourra s'amuser à vérifier, et ça c'est une propriété importante des matrices bistochastiques, si on fait des soustractions entre des matrices bistochastiques, on se retrouve avec des matrices qui sont à coefficient près, à un coefficient près, qui vont être aussi des matrices bistochastiques. Donc je dis bien à un coefficient près parce qu'il va falloir multiplier par un certain scalaire. Mais l'idée générale, elle est là en fait. Et grâce à ça, vous aurez enlevé un coefficient en plus dans ce calcul. Vous aurez enlevé le 0,3 ici qui était non nul. Il va disparaître, ça va donner un 0. Et vous aurez donc réussi à ajouter un 0 dans l'ensemble des coefficients qui étaient non nuls dans votre matrice. Et donc on peut agir alors par récurrence, exactement comme ça, pour pouvoir déterminer, ou en tout cas extraire, une combinaison possible des matrices de permutation qui vont nous donner, une combinaison possible avec des coefficients positifs compris entre 0 et 1, bien sûr, qui vont nous donner à la fin la matrice, la matrice bistochastique que l'on souhaitait au départ. Donc voilà, là je pense avoir bien expliqué comment on allait s'y prendre et en quoi le théorème de Hall était important. Donc maintenant je vais écrire proprement ce qu'il en est de manière générale. Et donc comme je viens de le dire, on va en fait résoudre le problème par récurrence sur le nombre de coefficients non nuls qui apparaît dans la matrice bistochastique qu'on a choisie. Donc,
on résout par récurrence sur le nombre de coefficients non nuls des matrices bistochastiques en jeu. Bon, alors j'y vais, hein. Je vais commencer par le cas le plus simple, c'est-à-dire le cas où on a exactement n valeurs, n coefficients qui sont non nuls. Donc, on commence par l'initialisation. On pourra constater que le nombre de coefficients non nuls, ça ne pourra pas être justement inférieur à n. Et vous allez voir très vite pourquoi de toute façon. Donc si je prends B, une matrice bistochastique, telle que le nombre de coefficients non nuls est exactement égal à n. Bon, si tel est le cas, vous savez de toute façon que la somme des BIJ doit valoir 1 si vous suivez une ligne ou si vous suivez une colonne. Donc ça veut dire que chacune des lignes ou des colonnes admet au moins un coefficient non nul. Le problème c'est que si je place les coefficients non nuls, donc le problème c'est surtout ça, si je place deux coefficients non nuls sur la même ligne, il y a forcément une des lignes qui va être faite que de 0. Et ça va être pareil pour les colonnes. Et ça c'est un peu un principe un peu inverse des tiroirs et des chaussettes. Donc c'est exactement ce que je vais dire là. Donc si pour tout i, s'il existe un i tel que il existe i, j et j' distincts avec BIJ et BIJ' non nuls, ça veut dire que le nombre de coefficients non nuls en excluant la ième ligne, elle est inférieure ou égale à n-2. Or, il y a n-1 ligne qu'il reste à combler. À combler. À vendre. Hop. Donc, ça implique alors que si on avait ça, il y aurait forcément au moins une ligne qui n'est faite que de 0. Au moins une ligne faite que de 0. Ce qui est donc une contradiction puisqu'on veut que la matrice soit bistochastique. C'est un peu un théorème un peu inverse du tiroir à des chaussettes. Le tiroir à des chaussettes, c'est de dire que si vous avez plus de chaussettes que de tiroirs, il y a forcément au moins deux tiroirs dans la même deux chaussettes dans le même tiroir, c'est ça. Et là ici, c'est comme si on n'avait pas assez de chaussettes par rapport au nombre de tiroirs. On a donc n-1 tiroir et nous avons n-2 chaussettes. Si je range les chaussettes, il y a forcément un des tiroirs qui va être vide. Voilà. Donc c'est un peu une espèce de principe inverse de tiroir et chaussettes. Donc voilà, on arrive à conclure alors que forcément il y a exactement un coefficient non nul pour chacune des lignes et des colonnes. Donc il y a exactement un seul coefficient non nul pour chaque ligne et pour chaque colonne. Donc là, la contradiction, il s'agissait des lignes, mais vous pouvez faire le même raisonnement pour les colonnes. Et comme il n'y a qu'un seul coefficient non nul sur chacune des lignes et chacune des colonnes, et que la somme des coefficients sur chacune des lignes et chacune des colonnes doit être égale à 1, ça veut dire que ce coefficient qui est seul sur sa ligne ou seul sur sa colonne est égal à 1. Donc ces coefficients sont égales à 1 car B est bistochastique. Et donc des matrices qui n'ont qu'un seul 1 sur chacune des lignes et chacune des colonnes et qui n'a que des zéros ailleurs, c'est une matrice de permutation. Ainsi, B est de permutation.
Hein, vous pouvez extraire une bijection qui à chacune des lignes va associer la colonne dans laquelle le 1 apparaît. Étant donné qu'il n'y a pas deux colonnes où il y a un 1 qui apparaît, enfin il n'y a pas une seule colonne où il y a un 1 qui apparaît au même endroit, enfin à la même colonne, eh bien voilà, ça indique que vous avez forcément une injection, et comme vous avez n termes, vous avez forcément une bijection. Donc, je me permets de ne pas écrire ce détail-là, mais je pense que c'est assez clair, vous avez donc bien une matrice de permutation. Et donc, si c'est une matrice de permutation, c'est en particulier une matrice qui appartient à l'enveloppe convexe, hein, bien sûr. Donc, B appartient à l'enveloppe convexe. C'était le but du jeu. Voilà. Donc on a réussi à démontrer, dans le cas le plus extrême, c'est-à-dire le cas où nous avons exactement n coefficients non nuls, dans la matrice bistochastique, on a montré qu'en fait, on était bien dans l'enveloppe convexe engendrée par les matrices de permutation. En fait, on est plus précisément une matrice de permutation. Bien. Ceci étant fait maintenant, on a initialisé, on va avancer, faire la preuve, en récurrence. Alors je pense que je vais peut-être avoir besoin quand même d'une récurrence forte, juste pour être sûr de ne pas faire de bêtises, donc très bien. Donc, hérédité, fixons M un entier naturel non nul. Donc, bien sûr, automatiquement, M sera plus grand que N. Étant donné, comme je viens de l'expliquer, qu'une matrice bistochastique, on est obligé d'avoir des coefficients, au moins un coefficient non nul sur chacune des lignes ou sur chacune des colonnes. Donc, obligatoirement, on a au moins ça qui doit apparaître. Donc, très bien. Donc, fixons M un entier naturel non nul, et puis, supposons que pour tout B matrice bistochastique tel que le nombre de coefficients non nuls de B est égal à K, donc pour n'importe quel K compris entre N et M. Donc si le nombre de coefficients de la matrice bistochastique est exactement égal à K, donc c'est une valeur comprise entre N et M, alors B est dans l'enveloppe convexe dP. Montrons que la propriété est vraie pour M plus 1. Très bien, alors comme je l'ai dit tantôt, je vais partir d'une matrice bistochastique dont je sais le nombre de coefficients non nuls, et puis je vais exactement utiliser ce théorème de Hall, comme je l'ai expliqué ici, en disant que les AI vont former en fait les indices J pour lesquels B et J est non nul. Je vais exactement faire ça, et je vais montrer que cet ensemble AI vérifie bien le deuxième point du théorème de Hall, et utiliser cette équivalence pour conclure qu'on peut extraire un système de représentants qui correspondra en fait à une matrice de permutation. Donc c'est ça, exactement ça en fait le jeu maintenant, donc soit B une matrice bistochastique telle que le nombre de coefs non nuls de B est égal à M plus 1. Et je vais faire exactement comme je l'ai dit, donc pour I appartenant à 1 N, posons AI égale l'ensemble des J, des indices J compris entre 1 et N, tel que je veux que BIJ soit non nul. Alors on va pouvoir constater quelque chose d'intéressant et très important pour pouvoir montrer les inégalités qu'il faut pour pouvoir appliquer le théorème de Hall. On va constater en fait que grâce au fait que la matrice est bistochastique, on va pouvoir dénombrer les éléments qui apparaissent dans une union ou les éléments qui apparaissent dans un ensemble I. On va pouvoir les dénombrer grâce justement à un petit jeu de sommation qui vaut 1 en fait. Ça va être un petit jeu comme ça. Donc ce que je vais vous faire là, c'est que en effet pour n'importe quel I entre 1 et N, on va avoir que la somme des BIJ
pour j allant de 1 à n, et bien cette somme elle vaut 1, hein, parce que ça vient du fait que la matrice est bistochastique, hein, donc ça c'est trivial quand même, mais vous pouvez aussi le réécrire comme dire que la somme, en fait finalement, donc si je fais pas de bêtises, pour j appartenant à AI, vous pouvez le réécrire de cette manière-là, des BIJ, puisque vous comptez que les coefficients, donc là que les BIJ qui sont non nuls. Donc là, ne vous empêche de faire ça, si vous le souhaitez. Et puis voilà, très bien. Donc vous pouvez en effet avoir ce genre de choses qui apparaît. Et du coup, si je veux compter le nombre d'éléments dans une union de AI, je peux m'amuser à le compter de différentes manières. Et ça va être pareil pour n'importe quel indice J, on peut dire. Donc soit, je vais commencer par regarder un ensemble d'indices. Hein. Donc soit I, un ensemble d'indices. D'accord, je vais le supposer non vide, bien sûr, encore une fois, parce que bon, si c'est vide, l'inégalité qu'il faut respecter pour appliquer le théorème de Hall est triviale, donc il n'y a pas de question à se poser. Par contre, maintenant, s'il est non vide, ça va être un peu plus intéressant. Donc si je regarde ce qu'il en est pour ce I, eh bien, le cardinal de I, je peux le réécrire comme, en fait, la somme pour I dans le grand I des 1. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai, hein, j'ai tout à fait le droit d'écrire ça. Puis une fois que j'ai écrit ça, ça c'est la même chose que la somme pour I dans grand I de la somme pour J dans AI des BIJ. Ça aussi, ça reste correct, hein, parce que, comme je viens de le dire juste tantôt, en utilisant la propriété d'être bistochastique, je peux affirmer qu'en effet, le 1 est égal à la somme de ces trucs-là, et parmi ces trucs-là, je peux juste garder les coefficients qui sont non nuls. Donc ça me donne ceci. Puis après, rien ne m'empêche de changer AI par l'union des AI pour I dans grand I, car au pire, je vais rajouter des zéros à cette affaire. Donc rien ne m'empêche d'écrire que ça, c'est la même chose, donc je vais l'écrire ici, ça, c'est la même chose que la somme pour I dans grand I, la somme pour J appartenant à l'union, pour I dans grand I, des AI, des BIJ. Rien ne m'empêche de faire ça, étant donné que les coefficients qui sont non nuls sont dans AI, et puis après, si j'en prends un peu plus, c'est pas grave, je prends des coefficients qui sont nuls, c'est pas un problème. Les deux sommes maintenant, la somme que j'ai écrite ici ne dépend plus de I, alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire attention un peu à ma notation, donc je vais peut-être faire un peu plus attention, je vais mettre K, donc K appartenant à I, comme ceci, et là maintenant je peux affirmer que la sommation que j'ai écrite ici est en effet complètement indépendante, l'indice de sommation est complètement indépendante de l'indice de sommation sur les I qui sont ici, donc je vais pouvoir réécrire cette somme comme somme pour I, pas pour I dans grand I, hop. Donc la somme pour J appartenant à cette union, donc K appartenant à I des AK, somme pour I dans le grand I des BIJ. Et puis là, c'est là où la magie va s'opérer, puisque j'ai utilisé juste pour l'instant qu'une partie de la bistochastie de ma matrice B, je n'ai regardé que les... ici, j'ai regardé que les lignes, pardon. J'ai regardé que les lignes, mais je peux regarder les colonnes. En effet, je peux affirmer la chose suivante. Or, la somme pour I dans grand I des BIJ, je sais au moins je peux au moins dire que cette somme, elle est inférieure ou égale à la somme de tout le monde, pour I allant de 1 à n, des BIJ. Mais cette somme est égale à 1. D'accord? Donc ça, c'est vrai pour n'importe quel J. Par conséquent, la double somme que j'ai écrite ici, je peux la majorer par la somme des 1 sur les indices de l'union. Donc ainsi, si je reprends depuis le début, le cardinal de I va être alors inférieur ou égal à la somme pour J appartenant à l'union, K dans I des AI, de 1. Mais cette somme-là, c'est exactement le cardinal, il faut que je l'écrive mieux, mais c'est exactement le cardinal de l'union pour K dans I des AI. Puisque vous faites un 1 à chaque fois, vous ajoutez 1 à chaque fois que vous trouvez un élément qui appartient à l'union. Et ben voilà, si on regarde un peu plus près ce que je viens de démontrer, que pour n'importe quel ensemble d'indices, compris entre 1, donc les indices compris entre 1 et n, alors le nombre d'indices est inférieur ou égal
au cardinal de l'union engendrée, donc des AI, de l'union des AI pour I appartenant à l'ensemble d'indices que j'aurais choisi. Donc ça veut dire qu'on vérifie la propriété du théorème de Hall. Donc, la deuxième assertion du théorème de Hall. Ainsi, les AI vérifient le deuxième point du théorème de Hall. Donc la deuxième assertion du théorème de Hall. Donc on peut appliquer le théorème de Hall, donc, par théorème de Hall. On sait que 2 équivaut à dire qu'il existe un ensemble de représentants, un système de représentants pour les AI. Exactement comme je l'ai fait ici avec l'exemple. Donc il existe, je vais noter J1 jusqu'à Jn, des éléments donc dans un N, tels que j'ai les JI qui appartiennent au AI, donc pour tout I, et je sais que JK est différent de JI pour tout K différent de I. Ok, très bien. Et donc par conséquent, ce couplet, c'est exactement définir une permutation. Étant donné que chacun des JI, c'est des valeurs comprises entre 1 et n, toutes les valeurs sont 2 à 2 distinctes, donc ça veut dire qu'on fait tout le tour des valeurs comprises entre 1 et n. Donc ça veut dire que les JI constituent une permutation, exactement comme on l'avait constaté dans l'exemple. Posons alors sigma comme étant l'application qui AI associe JI, et cette application est une permutation. Donc sigma appartient à Sn. Et ça, c'est pas dur de vérifier ça, comme je l'ai dit, on doit faire le tour de toutes les valeurs de 1 à n, les valeurs sont 2 à 2 distincts, donc on n'a pas le choix, ça doit être une bijection de 1 n vers 1 n, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc ça marche, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une matrice, la matrice associée à cette permutation, donc soit P sigma, la matrice associée à sigma. Donc ça veut dire que je veux que P sigma de I, sigma de I, je veux que ça soit égal à 1 et 0 sinon. D'accord, donc pour tous les endroits où on a l'image du numéro de la ligne qui est égal à la colonne, pour tous ces endroits-là, on mettra un 1 et tous les autres, on met des 0. Okay, donc ça, c'est les matrices de permutation. Et puis parmi les coefficients que j'atteins avec cette matrice de permutation, je vais prendre le minimum, exactement comme je l'ai fait ici, je vais prendre le minimum des coefficients qui apparaissent là-dedans. Donc posons lambda comme étant le min des BI sigma de I pour I appartenant à 1n. Et je peux constater un truc tout de suite, c'est que comme à chaque fois sigma de I appartient à chacun des AI, je vous rappelle que les AI comptaient les indices J pour lesquels on avait BIJ qui était non nul, ça veut dire alors que le lambda qui est ici, il est non nul. Bien, très bien. Alors maintenant que j'ai fait ça, j'ai très envie d'enlever à ma matrice de départ la matrice de permutation lambda fois. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Et je ne vais pas juste faire ça, je vais aussi m'amuser à faire un petit barycentrage exprès pour pouvoir me ramener direct à une matrice bistochastique. Car si je ne le fais pas, on pourra se rendre compte que la matrice que j'obtiens n'est pas si lointain d'avoir d'une matrice bistochastique. Donc si je pose C comme étant, je vais prendre ma matrice B, j'enlève lambda P sigma et je divise par 1 moins lambda. Donc je fais ça, très bien. C'est assez technique, comme vous pouvez le constater. Mais j'espère vous avoir vraiment bien donné l'intuition là sur l'application du théorème de Hall. Donc, je vais effacer ici aussi. Bien. Donc maintenant, je vais démontrer que C
est aussi une matrice bistochastique et que son nombre de coefficients a été diminué d'un cran. Le nombre de coefficients, donc je veux dire le nombre de coefficients non nuls va avoir diminué d'au moins un cran. Donc premièrement, je vais montrer que C est bistochastique, donc montrons que C est bistochastique. Bon bah premièrement, les coefficients qui apparaissent là-dedans, bah ils sont positifs, je pense que c'est assez clair. Donc alors oui, il y a peut-être un truc que je pourrais peut-être signaler, c'est que je suis sûr que le lambda, il n'est pas égal à 1. C'est vrai que je pourrais me poser la question, est-ce que le lambda est égal à 1? Mais si le lambda est égal à 1, ça veut dire que ma matrice de départ était une matrice de permutation, et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on avait n coefficients qui étaient non nuls, exactement n coefficients qui étaient non nuls. Or ici, on avait supposé qu'on avait m plus 1 avec m qui était plus grand que n déjà, donc c'est pas possible. Ok, donc déjà, je vais tout de suite le dire, lambda, il n'est pas égal à 1, car le nombre de coefficients non nuls de B, je vous rappelle qu'il était supposé égal à m plus 1, qui est strictement plus grand que n. Et donc si lambda égale 1, ça voudrait dire que B est égal à une matrice de permutation. C'est ça que ça impliquerait. Et du coup, on aurait un problème. Donc maintenant, montrons que C est dans Bn. Alors pour montrer que C est dans Bn, d'abord je vais regarder les coefficients CIJ. Donc si je regarde les coefficients CIJ, je vais avoir BIJ moins lambda P sigma IJ sur 1 moins lambda. Alors 1 moins lambda est positif, pas de problème. Et puis les PIJ, je sais qu'ils sont tous plus grands que les coefficients qui sont ici. Puisque si J n'est pas égal à sigma de I, alors dans ce cas-là, le coefficient de P sigma est nul, et du coup on a juste BIJ. Si par contre J est égal à sigma de I, on sait que le lambda, il est choisi comme étant la valeur minimale qu'on pouvait atteindre parmi les B de I sigma I. Donc ça veut dire que la soustraction qui est ici, elle est supérieure ou égale à 0, quoi qu'il arrive. Donc pour pouvoir le faire, il faut distinguer comme je viens de le faire à l'oral. Le cas où J égale sigma de I et J est différent de sigma de I. Je vous fais constater tout de suite que CI sigma de I, pour le I qui convient ici, qui contient le minimum, donc notons que, je vais peut-être le faire tout de suite, notons que pour I0, tel que lambda égale B I0 sigma de I0, on aurait alors que CI0 de sigma I0 est égal à 0. On va le noter tout de suite, je pense que ça me paraît important ça. Très bien, donc ça c'est fait, ok. Maintenant regardons qu'en est-il pour les sommes. Donc si je m'amuse à regarder, donc soit I, un élément compris entre 1 et n, si je m'amuse à regarder la somme des CIJ, J allant de 1 à n, ça fait 1 sur 1 moins lambda. Et puis là, je me retrouve avec, par linéarité, somme pour J allant de 1 à n des BIJ moins lambda somme des P sigma IJ, donc J allant de 1 à n. Or, les matrices qui sont en jeu sont des matrices bistochastiques. Donc ça veut dire que chacune des sommes qui sont là valent 1. Ça me donne 1 sur 1 moins lambda fois 1 moins lambda, ce qui donne bien 1. Donc là, on comprend mieux pourquoi j'ai divisé par 1 moins lambda. J'aurais pu ne pas le voir tout de suite, qu'on devait diviser par 1 moins lambda, et m'en rendre compte ici. Puisqu'en faisant la somme selon les lignes et les colonnes, je me rendrais compte que j'obtiendrais 1 moins lambda et pas 1. Donc il faut diviser par 1 moins lambda. Et pour pouvoir diviser par 1 moins lambda, il faut expliquer que le lambda, en effet, ne pouvait pas être égal à 1, et c'est pour ça que j'ai mis cette petite explication, parce que ça permet de mettre en avant que je pouvais bien diviser par 1 moins lambda. Donc voilà, c'est gagné. Alors je pense que vous l'aurez compris que si je m'amuse à le faire donc si je m'amuse à faire la somme des colonnes, par exemple, j'aurai le même résultat. Donc n'importe quel J dans un n, on a aussi que la somme des CIJ I allant de 1 à n est aussi égale à 1. Ok. Et puis voilà, on arrive à conclure, ça y est. Donc C est bistochastique. De plus, le nombre de coefficients non nuls de la matrice C est inférieur strict
au nombre de coefficients non nuls de B. Pourquoi? Parce que, comme je venais de l'expliquer, la soustraction ici, on la fait toujours avec BIJ qui est non nul, hein, donc de toute façon, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, le seul endroit où on va avoir un 0 qui apparaît en plus, c'est seulement si on prend cet indice I0. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, là j'en ai pris un, hein. Peut-être qu'il y a d'autres I0 pour lesquels on atteint aussi la même valeur que le coefficient pour B, mais si tel est le cas, ça veut dire qu'on a un 0 en plus encore qui apparaît, donc ça veut dire un coefficient non nul en moins. Donc de toutes les manières, on aura au moins un coefficient non nul en moins par rapport à la matrice B qu'on avait au départ. Ce qui signifie qu'on aura donc fait une étape supplémentaire dans la récurrence, hein, dans la récurrence descendante ici. Et donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence et conclure que C appartient à l'enveloppe convexe de Pn. Donc par hypothèse de récurrence, on a que C appartient à l'enveloppe convexe de Pn. Et maintenant il me reste à changer l'égalité que j'ai écrite en bas pour définir C pour conclure. Car en effet, je peux réécrire que B est égal alors à 1 moins lambda fois C plus lambda fois P de sigma. Je viens de dire que C est dans l'enveloppe convexe des Pn. P sigma, c'est une matrice de permutation, donc c'est aussi une matrice qui appartient à l'enveloppe convexe. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Lambda, c'est une valeur positive. Hein. Je vous rappelle que lambda est une valeur positive, et on vient d'expliquer qu'elle ne pouvait pas être égale à 1, et elle ne peut pas être plus grande que 1, parce que ça fait partie des coefficients BIJ. BIJ, c'est une matrice bistochastique, les coefficients sont compris entre 0 et 1. Donc, lambda, il est compris entre 0 et 1. Donc d'ailleurs, oui, on peut même mettre strictement. Donc par conséquent, l'égalité que je viens d'écrire, c'est en fait finalement une combinaison convexe. Hein. Donc je suis en train de faire un barycentre, un coefficient positif, entre un élément qui est dans l'enveloppe convexe de Pn, avec un autre élément qui est aussi dans l'enveloppe convexe de Pn. Donc je conclus que B est aussi dans l'enveloppe convexe de Pn. Et voilà, le tour est joué et nous venons de démontrer le théorème de Birkhoff-Van Neumann qui nous disait que l'enveloppe convexe engendrée par les matrices de permutation correspond exactement aux matrices bistochastiques. Donc c'est quand même assez intéressant comme résultat parce que ça implique pas mal de petites choses, hein, puisque on pourrait, pour n'importe quelle forme linéaire, essayer de déterminer le maximum qu'on pourrait atteindre sur l'ensemble des matrices bistochastiques par exemple, et bien on pourrait le faire juste en utilisant les matrices de permutation. Ce qui est quand même une conséquence assez étonnante et assez intéressante. Donc on pourrait déterminer le maximum que peut atteindre une certaine forme linéaire sur les matrices bistochastiques, enfin restreint sur les matrices bistochastiques, juste en connaissant le maximum qu'on peut atteindre pour les matrices de permutation. Donc ça par exemple, ça peut être une conséquence assez intrigante de ce théorème. Une autre conséquence, ça nous dit aussi que l'ensemble des matrices bistochastiques forme un polyèdre à plusieurs faces et plusieurs côtés. Donc là notamment on connaît le nombre de sommets, c'est exactement le nombre de permutations, c'est-à-dire n factoriel. Alors bon, on ne sait pas encore que ce sont vraiment les sommets, hein. C'est vrai qu'il y a une petite subtilité que je n'ai pas précisée, il faudrait vérifier que en effet ces points, les matrices de permutation sont bien des points extrémales. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire Pn comme barycentre à coefficient positif de matrice de permutation. Bon, ça demanderait beaucoup de boulot, mais à vrai dire, en fait, on peut carrément montrer que c'est bien un polyèdre avec un certain nombre de sommets. Alors, je ne sais plus si c'est bien n factoriel, peut-être que c'est bien n factoriel, parce qu'il me semble que les matrices de permutation sont des points extrémales de ce polyèdre. Mais voilà, donc ça peut faire partie des conséquences intéressantes. Et voilà, il y en a certainement plein d'autres. Mais voilà, j'espère que cet exercice vous a plu, et je voulais vraiment vous montrer aussi une conséquence. Donc, je voulais vous montrer deux choses. Une application assez intéressante du théorème de Hall. Hein, vous voyez que la partie combinatoire version théorie des graphes est vraiment très utile à travers cet exercice. Et un autre truc, c'était pour vous montrer aussi un autre type d'enveloppe convexe qu'on pourrait étudier des suites de l'enveloppe convexe que nous avons déjà vu pour les matrices orthogonales. Je voulais vous montrer un autre exemple qui pouvait être tout aussi intéressant et voilà, qui nous amène à étudier les matrices bistochastiques. Alors peut-être que prochainement on attaquera un exercice autour des matrices bistochastiques. Mais voilà, je trouve que cet exercice était très intéressant à vous proposer et j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire
vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. Comme d'habitude, ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!